Bien, pour les courageux qui sont encore là et en présentiel pour les quelques-uns et à distance, eh bien, je vais vous parler donc de la maladie de Paget. Vous voyez là Sœur Paget. En fait, c'est une maladie qu'on connaît depuis longtemps, puisque vous voyez qu'elle a été rapportée initialement par Velpeau en 1848 dans son livre sur le traité des maladies du sein et de la région mammaire. On le trouve sur Internet. Je vous encourage, pour ceux que ça intéresse, à y jeter un œil parce que c'est assez touchant comme ouvrage. En fait, donc, cette maladie de Paget, elle a été décrite vraiment en 1874 donc, par M. Paget comme lésion eczématiforme du mamelon associée à un cancer sous-jacent. Donc, vous savez que c'est une lésion érosive qui parfois peut s'associer à une ulcération hémorragique. Et on dit classiquement que c'est une croissance centrifuge du mamelon vers l'aréole, puis vers la peau adjacente. Alors, il y a des tas de cas qui ont été décrits, y compris sur glandes surnuméraires. Donc, on va, de manière arbitraire, distinguer les pagettes avec une masse palpable. Les pagettes sans masse, c'est des pagettes de découverte fortuite anatomopathologique. Vous savez que sur les comptes rendus anapathes des patientes opérées, on voit de temps en temps une description de maladie de Paget, alors que cliniquement, on ne voyait rien. Ça représente à peu près 1 à 3% des cancers du sein. L'âge moyen de survenue est vers 56 ans et c'est majoritairement donc chez des femmes ménopausées. Il y a des cas qui existent chez l'homme et il y a plutôt une diminution de l'incidence de la maladie de Paget au fil du temps, probablement liée au diagnostic de cancer intracanalaire de manière précoce grâce au dépistage et au dépistage organisé, puisque très fréquemment la maladie de Paget s'accompagne de microcalcifications. Donc, elle est associée dans plus de 90% des cas à un cancer sous-jacent, mais très généralement donc un adénocarcinome canalaire, in situ ou infiltrant. Il y a d'exceptionnels cas de lobulaire. Vous voyez que dans les séries, on retrouve fréquemment 30% et plus de cancer in situ. Alors ça, c'est pour vous donner des images cliniques. Donc là, on voit une maladie de Paget qui a envahi complètement la plaque aromamelonnaire et qui a détruit le mamelon. On voit l'extension para-mamelonnaire donc de cette maladie de Paget. Là, idem, le mamelon est détruit par la maladie de Paget. Ça peut être parfois atypique et minime. J'ai vu il n'y a pas très longtemps cette patiente. On lui avait dit que son érythème, c'était rien. Elle errait depuis pas mal de temps avec cette petite plaque érythémateuse sous-mamelonnaire. Et en fait, c'était une maladie de Paget. Un des messages, donc, c'est qu'il faut avoir la biopsie facile quand on a une anomalie au niveau de la plaque aromamelonnaire, même atypique, à partir du moment où elle persiste. Alors, ça peut se révéler devant parfois une sensation de brûlure ou s'accompagner d'un prurite. Et je vous ai dit, donc, érythème du mamelon et de l'aréole, généralement unilatéral. Il faut savoir qu'il y a souvent un retard au diagnostic. C'est des patientes qui errent souvent pendant plusieurs mois, j'ai failli dire de crème en crème, et notamment de pommades à base de corticoïdes, ce d'autant que parfois ça peut faire régresser un peu les symptômes. La masse palpable, vous voyez qu'on la rencontre dans 30 à 50% des cas, et en cas de masse palpable, dans la grande majorité des cas là aussi, il va y avoir un cancer infiltrant dans près de 90% des cas. Les diagnostics différentiels, ça va être l'eczéma, mais l'eczéma au niveau des plaques aromamelonnaires est souvent bilatéral. Il faut rechercher donc des changements de soutien-gorge, des changements de lessive, d'adoucissant, etc. Un diagnostic différentiel, c'est l'adénomatose érosive du mamelon. On en a parlé, je crois, l'année dernière, avec donc des adénomes et des papillomes intramamelonnaires. Les cancers intramamelonnaires, qui ne sont pas très fréquents, mais qui peuvent faire partie des diagnostics différentiels. Les mélanomes, les maladies de Bowen, qui sont rarissimes. Ce sont en fait des carcinomes épidermoïdes intraépithéliales. Des lésions de psoriasis peuvent nous faire douter, mais généralement, il y a des lésions à distance. Et il y a de rares tumeurs bénignes. On a un poster là sur un léiomyome du mamelon, où on a une induration mamelonnaire avec souvent une douleur mamelonnaire qui existe associée à ces léiomyomes. Voilà là des images de mélanome, de maladie de Bowen, d'eczéma et d'adénome et d'adénomatose érosive. Vous voyez qu'il y a pas le même aspect que la maladie de Paget, mais évidemment, c'est comme tout, il faut en avoir vu.
Voilà, hein, la patiente avec son léiomiome du mamelon, on voit bien qu'il y a une tumeur intramamelonnaire, hein, mais il n'y a pas de signe de maladie de Paget associée au niveau de la plaque aréomamelonnaire. Mais au début, eh bien, ça peut parfois aussi se présenter de cette façon. Alors, au niveau de l'anatomopathologie, donc, les cellules de Paget sont des cellules donc, pathognomoniques, hein, c'est des grandes cellules claires, comme vous le voyez en haut, entre les deux flèches, avec donc un cytoplasme pâle, pas oser trop y toucher, cytoplasme pâle et abondant, donc un noyau hyperchromatique, des nucléoles proéminents, et ces cellules de Paget donc, vont être retrouvées dans les couches superficielles de l'épiderme. Alors, la théorie, c'est qu'a priori, ces cellules de Paget, elles cheminent par voie rétrograde dans les canaux galactophores et elles envahissent l'épiderme. On dit ça parce que généralement, ces cellules ont les mêmes caractéristiques immunohistochimiques que la tumeur sous-jacente. Il y a une autre théorie qui serait que les cellules de Paget viendraient des cellules de l'épiderme et qu'il y aurait une transformation in situ des cellules de l'épiderme en cellules de la maladie de Paget. Je crois qu'actuellement, c'est la théorie du cheminement des cellules de Paget par voie rétrograde qui prime. Alors, on va faire le diagnostic, hein, et bien sûr, au point de vue anatomopathologique. Donc, on peut faire actuellement, on fait plutôt des punch biopsies, mais on peut aussi faire des cytologies par grattage, hein. Vous gratouillez le mamelon en dermato, on appelait ça jusqu'à la rosée sanglante, hein. Vous obtenez une petite goutte de sang, vous étalez ça sur des lames et on va mettre en évidence les cellules de la maladie de Paget de manière assez facile, y compris par cette technique de cytologie. Donc, voilà 3 présentations, hein, donc de Paget localisé au mamelon, hein, ça existe, de Paget associé à un cancer intracanalaire et puis associé à un cancer infiltrant et à un cancer intracanalaire. Alors, est-ce qu'il y a des différences entre un cancer qui se présente avec une maladie de Paget par rapport à un cancer infiltrant sol? Eh bien, on a, comme toujours, des bases de données aux États-Unis du CERF, qui sont des bases de données très importantes, hein. Vous voyez là, c'est une base qui a été recensée entre 2000 et 2011, avec plus de 1100 patientes avec une maladie de Paget, qui ont été comparées à 300 000 patientes qui avaient un cancer, mais pas de maladie de Paget. On va trouver donc en termes de localisation que les maladies de Paget s'accompagnent de tumeurs centrales, plus souvent des tumeurs de haut grade, vous voyez, 63% contre 40%, des tumeurs volumineuses, davantage de tumeurs avec des récepteurs hormonaux négatifs et surtout une surexpression de R2. Donc, vous voyez que dans cette série, 60% des patientes qui avaient une maladie de Paget avaient une tumeur qui surexprimait R2. Donc, c'est une des caractéristiques des tumeurs qui surexpriment R2, des tumeurs qui s'accompagnent d'une maladie de Paget, d'avoir cette surexpression de R2 et également davantage d'envahissement ganglionnaire. Donc, un profil plutôt plus agressif. Alors, je vous ai dit, cette surexpression de R2, elle est très fréquemment rencontrée dans les séries de la littérature, hein, dans 60 à 100% des cas, et une moins grande fréquence des récepteurs œstrogènes et de la progestérone, avec par contre une fréquence assez élevée des récepteurs des androgènes et des tumeurs relativement proliférantes avec des Ki67 fréquemment élevés. Vous voyez, dans ces séries de la littérature, hein, la surexpression de R2, je vous ai dit, entre 60 et quasiment 100% suivant les publications. Et il faut savoir que cette surexpression de R2 est très fréquente en association avec les cancers in situ. Au niveau de la mammographie, donc majoritairement, il va y avoir associé à la maladie de Paget des microcalcifications, mais dans 50% des cas, il n'y aura aucune anomalie visible à la mammographie. On va objectiver l'épaississement de la plaque aréolo-mamelonnaire, de la peau, la rétraction du mamelon éventuelle, et bien sûr, on peut voir tous les signes de cancer, hein, masse, distorsion, asymétrie, mais je vous dis, dans 50% des cas, on ne voit rien. Il faut savoir qu'il y a par ailleurs une sous-estimation de l'extension lésionnelle par la mammographie dans plus de 40% des cas. On peut bien sûr mettre en évidence à l'échographie la masse et les modifications au niveau de la plaque aréolo-mamelonnaire. Alors, voyez cette mammographie. Et voilà ce que ça donne au bout de 2 ans. Hein. Donc, vous voyez qu'il y avait, on devinait quelques microcalcifications en rétro-aréolaire sur la mammo initiale. Et vous voyez l'extension des microcalcifications 2 ans après, qu'on va voir
encore mieux sur ces clichés en agrandissement. D'accord? Parallèlement, évidemment, avec l'épaississement cutané. L'IRM, alors est-ce que l'IRM a un rôle dans la maladie de Paget? Eh bien, c'est surtout si la mammographie et l'échographie ne sont pas contributives. Je vous ai dit, dans 40% des cas, on ne voit rien à la mammo, et donc on va s'acharner à retrouver un cancer occulte, et surtout lorsque l'on envisage un traitement conservateur. Donc, sur l'IRM, on va voir un rehaussement anormal du mamelon, on peut voir l'épaississement, là aussi, et le rehaussement de la PAM, et puis mettre en évidence des lésions tumorales avec des rehaussements suspects qui vont permettre soit de faire des échographies de deuxième look pour envisager des biopsies, soit pousser à faire des biopsies guidées par l'IRM. L'intérêt de l'IRM également, c'est que ça va mettre en évidence de manière plus facile la multicentricité ou la multifocalité. Et vous voyez que c'est quelque chose d'assez fréquent, notamment dans la série de Kothari qui avait été publiée en 2002, dans 30 à 40% des cas. Donc là, c'est une imagerie de maladie de Paget à l'IRM. Donc vous voyez tant en haut qu'en bas le caractère, si je la retrouve, plurifocal des lésions. Et vous voyez là l'épaississement de la PAM et les prises de contraste associées donc à une tumeur multifocale. Sur cette donnée d'études chinoises, eh bien, ils ont repris donc, des patientes qui ont été opérées entre 2001 et 2005. C'est des patientes qui avaient eu une mastectomie avec exérèse de la plaque aréolo-mamelonnaire, un cancer infiltrant et la technique du ganglion sentinelle ou un curage axillaire, mais qui n'avaient pas eu donc, de traitement néoadjuvant ni de diagnostic antérieur de cancer. Et ils ont comparé, là encore, les patientes avec une maladie de Paget et sans, et un groupe de témoins appariés. Et donc, ils ont analysé ces 50 patientes, âge médian, vous voyez, de 50 ans, 40%, on a retrouvé une lésion cutanée sans masse, un écoulement dans près de 10% des cas et des masses dans 48% des cas. Les traitements donc, ont été tout à fait conventionnels et un suivi donc, de 59 mois, ils ont quand même eu 23 rechutes et 18 décès par cancer du sein, avec une survie sans rechute à 5 ans de 63% en l'absence de masse palpable initiale et 34% en cas de masse palpable. Donc, ce n'est quand même pas des cancers de très bon pronostic. Donc là encore, dans leur série, ils ont retrouvé des tailles plus importantes, un envahissement ganglionnaire, moins de RH+, davantage de surexpression de R2 et une moins bonne survie globale et une moins bonne survie sans progression. Donc, la maladie de Paget s'accompagne d'un plus mauvais pronostic. Alors, vous allez me dire oui, mais est-ce que ce n'est pas tout simplement lié aux facteurs et notamment à la surexpression de R2 qu'on a pu mettre en évidence? Donc, vous voyez là, cette évolution. Et on a, je vous ai déjà dit, dans les données du CERF, ça c'est une autre publication qui a été faite en 2019, qui va retrouver les mêmes caractères et les mêmes facteurs pronostiques péjoratifs en cas de maladie de Paget associée à un cancer infiltrant. Donc, on va avancer sur ces données qui confirment ces moins bonnes survies. Et vous voyez que ça joue même si c'est de manière marginale, pour les cancers in situ. Alors, quel traitement? Eh bien, évidemment, le traitement de la maladie de Paget est d'abord chirurgical. On a une méta-analyse qui a été effectuée de 7 études, parce que c'est toujours des petites séries, ce n'est pas une maladie fréquente, vous l'avez vu tout à l'heure. Ils ont colligé 685 patientes, et vous voyez qu'ils ont regardé les rechutes locales. Alors, en cas de traitement conservateur, ils retrouvent 13% de rechutes locales contre 5% en cas de mastectomie. Bon, là, on enfonce un peu des portes ouvertes. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut quand même bien sélectionner les patientes qui peuvent bénéficier d'un traitement conservateur. Il y a eu des études anciennes où on avait regardé ce que donnait la tumorectomie seule pour maladie de Paget, où vous voyez là, on faisait une excision en cône sans radiothérapie chez 33 patientes, et vous voyez que les taux de rechute locale étaient de 33%, avec un taux de rechute à 5 ans d'à peu près 28%, et surtout, ça s'est accompagné de 18% de métastases et 18% de décès par cancer du sein. La série de Dixon est petite aussi, mais quand on fait juste une excision en cône sans radiothérapie, eh bien, vous voyez que là, ça s'accompagnait de 40% de rechute locale et de 20% de métastases
Donc la tumorectomie seule dans la maladie de Paget ne suffit pas. Alors, pendant longtemps, on a fait des mastectomies et on continue d'en faire, mais on va dire que la maladie de Paget a très longtemps été traitée par mastectomie plus que d'autres tumeurs du sein, on va dire. Et ça, c'est pourquoi c'est un peu les données de la série rétrospective britannique du Guy's Hospital. 70 patientes, et vous voyez une présentation classique de maladie de Paget. Et à nouveau, 22% là, de leur mammographie, il n'y avait pas d'anomalie, et majoritairement des microcalcifications. Donc, ils ont fait mastectomie curage chez 97% des patientes dans leur série, et ils ont retrouvé quand même un cancer sous-jacent dans 98% des cas, avec un seul cas limité au mamelon. Et des caractéristiques, là encore, péjoratives, mais surtout une multifocalité dans 41% des cas et une multicentricité dans 34% des cas. Et une sous-estimation de la diffusion lésionnelle par la mammographie, là encore d'à peu près 42%. Donc c'est pour ça que ce dogme de la mastectomie est resté très longtemps vivace. Et vous voyez donc les survies entre les cancers canalaires in situ associés à la maladie de Paget en haut, les maladies de Paget sans envahissement ganglionnaire et avec envahissement ganglionnaire en bas. Donc, ils les ont appariés et ils ont retrouvé qu'il y avait une moins bonne survie quand il y avait une maladie de Paget. Mais vous voyez ce que je vous ai commencé à vous dire, si l'appariement est fait en fonction de la surexpression de HER2, eh bien là, on va retrouver le même pronostic. Donc, les arguments pour la mastectomie, c'était la sous-estimation lésionnelle par la mammo, la multicentricité ou la multifocalité, et une chirurgie qui semblait aux auteurs insuffisante en cas de pammectomie et de conectomie dans 75% des cas. Alors, est-ce qu'on a des données sur la tumorectomie associée à la radiothérapie? Oui, on a par exemple l'étude de l'ERTC, 61 patientes, toutes sans cancer infiltrant et 97 sans masse palpable, avec des cancers intracanalaires à moins de 5 cm de la PAM. Il faisait une exérèse complète de la PAM et du tissu sous-jacent, donc la conectomie, un exérèse en cône, avec des berges saines, radiothérapie, une médiane de suivi de 6 ans et un taux de rechute local acceptable de 6,5%. Et il y a eu un décès par cancer du sein métastasé. Mais c'était des patientes donc, qui ont été bien sélectionnées. Dans la série d'Alberg en Suède, alors là, on part sur 223 patientes, c'est des données de registre, hein, avec 15% de masse palpable et 10% d'écoulement hémorragique. Les traitements, 212 patientes ont été opérées. On se dit chic, il va y avoir beaucoup de tumorectomie de radiothérapie. Pas du tout. Il y a 169 mastectomies, 43 chirurgies conservatrices et la radiothérapie chez 19 patientes, dont 8 après chirurgie conservatrice. Donc, en fait, on part d'un grand nombre de patientes pour avoir très peu de patientes qui ont réellement eu un traitement conservateur efficace. Donc, ils ont observé dans leurs patientes traitées par tumorectomie plus ou moins radiothérapie, 22 rechutes locales et 33 décès par cancer du sein. La série de Curie, en fait, il y a 20 patientes qui ont été traitées avec une maladie de Paget limitée au mamelon sans signe clinique ou radiologique de cancer in situ ou infiltrant sous-jacent, 17 traitées par radiothérapie exclusive et 3 par chirurgie limitée radiothérapie, avec une médiane de suivi de 7 ans et 3 rechutes locales parmi les 17, ça fait 17%, mais une survie sans rechute de 81% à 7 ans, pas de décès par cancer du sein, et donc pas de différence en survie par rapport à des patientes traitées par mastectomie. Mais c'est une petite série. Une étude de cohorte aux États-Unis, pammectomie et irradiation sur l'ensemble du sein, 113 mois de médiane de suivi, 11% de rechute locale et 2 décès par cancer du sein, donc des données qui sont satisfaisantes. Donc, je crois qu'il faut bien, par rapport au traitement, sélectionner les indications des traitements conservateurs, préférentiellement donc en l'absence de masse palpable et d'anomalies radiologiques étendues. Et je pense que quand on veut faire un traitement conservateur et qu'il y a une maladie de Paget, l'IRM est nécessaire. On peut faire une pammectomie donc associée à la radiothérapie avec une reconstruction ultérieure de la plaque aréolo-mamelonnaire. Et on va faire bien sûr un ganglion sentinelle en cas de cancer infiltrant ou si une mastectomie est nécessaire.
il faut voir que les cancers intracanalaires associés à la maladie de Paget sont des cancers intracanalaires de haut grade généralement et avec des caractéristiques, on va dire, agressives. Les traitements adjuvants, ils vont être en fonction des caractéristiques du cancer infiltrant. Et je vous ai dit, c'est fréquemment des cancers qui surexpriment R2. Donc, il y aura une chimiothérapie associée à du trastuzumab. Je vous remercie.